très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8, et que vous dire, si ce n'est que vous avez fait un excellent choix, puisque l'espace d'une petite heure, nous allons parler ensemble de bien-être, de notre bien-être, au travers d'un sujet universel. Un sujet qui nous enflamme autant qu'il nous tourmente. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de sexualité, de plaisir, de jouissance. Bref, nous allons nous intéresser à notre satisfaction sexuelle. Tiens, une question à la clé. Sommes-nous comblés sexuellement? Avez-vous le sentiment d'être vraiment intimement comblé sexuellement? Êtes-vous bien sûr d'avoir découvert, d'avoir déployé tout votre potentiel sexuel? Oui, mais comment le savoir? Être satisfait sexuellement, finalement, ça veut dire quoi? Ça passe par quoi? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui. Et pour nous accompagner l'espace d'une petite heure pour ce voyage au cœur du plaisir grisant, enivrant et intense, tout d'abord Maïté Sauvé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheuse en neurosciences. Vous enquêtez depuis plusieurs années sur l'épanouissement sexuel. Résultat de vos livres, de vos recherches, de livres, de l'insatisfaction masculine. Les hommes sont-ils heureux? Aux éditions Jouvence. Et ce livre dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, Être soi dans le plaisir, c'est aux éditions Chiron. Puis si vous voulez redécouvrir vos sens, votre cœur, votre corps, votre sensualité, de méthodes, de techniques à laisser, pourrait-on dire, allez, pour nous aider à un plus grand épanouissement sexuel, tout d'abord la médecine énergétique chinoise, ou comment stimuler, réveiller notre énergie sexuelle. Nous en parlons aujourd'hui à vos côtés. Yves Requena, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin spécialisé en acupuncture, fondateur de l'Institut européen de Qigong et co-auteur avec Marie Borel de ce livre dont on va parler ensemble aujourd'hui, Délicat et sexe, le meilleur de l'amour avec l'énergétique chinoise. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Puis deuxième méthode, nous avons testé pour vous le tantrisme. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que le tantrisme? Le tantrisme peut-il nous amener vers un plus grand épanouissement sexuel? Nous en parlerons à vos côtés. Jacques Ferber, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chercheur en sciences cognitives et auteur de ce livre, L'amant tantrique, aux éditions Le Souffle d'Or. Voilà, nous avons testé pour vous un cours, images à l'appui dans quelques instants. Les présentations sont faites, alors on va rentrer dans le vif du sujet, de sexualité, de jouissance, de plaisir, de performance, voire même de dictature à l'orgasme. On en parle beaucoup, les médias en parlent beaucoup, les spécialistes en parlent beaucoup. Alors vous qui vous intéressez à la sexualité, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aujourd'hui un petit peu une surenchère de la chair? Parle-t-on trop de sexualité ou en tout cas on parle-t-on trop mal? Yves Requena, allez, on commence avec vous. Oui. Oui, alors déjà voilà, c'est sûr, la réponse c'est oui. Oui, je pense. De toutes les façons, ça met les personnes mal à l'aise parce qu'elles se demandent si véritablement elles sont dans le bon programme, dans la bonne jouissance, dans la bonne façon de faire l'amour. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça les interpelle. Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Oui, il vaut mieux la surenchère de la chair que la jachère de la chair, je dirais. Ah, c'est pas mal. Oh là là, on commence par des jeux de mots, là, ça commence très bien l'émission. Oui. Donc, si vous voulez, moi, je ne m'en plains pas, quelque part, parce que ça oblige les personnes, les femmes et les hommes en particulier aussi, à se poser des questions et à savoir... Encore faut-il se poser les bonnes questions. Bien entendu. C'est ça. Bien entendu. Mais j'espère que grâce à ces quelques oui, aujourd'hui on va poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on pourra peut-être avancer dans ce sens. Alors, surenchère de la chair, Maïté Sauvé. Alors, moi, je m'en plaindrais quand même un petit peu. Ouais. Parce que je trouve que, par exemple, les adolescents, à l'heure actuelle, ont du mal à se situer au niveau de la sexualité. Parce qu'ils entendent parler que de mécanique sexuelle, de positions comme ci, comme ça, etc. Très technique. Voilà, on parle beaucoup de technique aujourd'hui. Voilà, et de choses qui sortent de l'ordinaire, mais on ne parle pas du fond, c'est-à-dire des sensations. Comment se sentir bien dans sa sexualité, comment la ressentir. Parce que vous pouvez être dans une position originale, mais qu'est-ce que vous ressentez dans cette position et comment ressentir quelque chose, c'est le fond du problème. Et ça, on oublie d'en parler. Ouais, on intellectualise beaucoup, donc finalement, aujourd'hui, on la rend mécanique, cette sexualité. Jacques Ferber, alors et vous, qu'en pensez-vous? Quand on parle de chair, on a tendance à penser corps, alors que je pense qu'il faut aller au-delà du corps, ou plus exactement d'intégrer le corps avec l'âme, avec l'esprit. Et donc s'il y a une surenchère de la chair, le problème ce serait peut-être d'oublier les autres aspects de nous-mêmes et de croire qu'en fait, rien qu'avec le corps, on va pouvoir avoir une sexualité épanouie. Et ce que je vais essayer de montrer, de discuter tout à l'heure, ça va être justement d'intégrer d'autres aspects que le corps, tout en passant par le corps. C'est-à-dire aller plus loin que le corps
mais au travers du corps. Toute la subtilité du tantrisme dont on parlera ensemble en fin d'émission. Alors aujourd'hui, on a le sentiment que la sexualité, c'est un petit peu devenu une chasse au trésor. Et le trésor, c'est l'orgasme. Un orgasme qui est un petit peu devenu aujourd'hui comme une fin en soi. Alors justement, cette obsession de l'orgasme, est-ce que c'est le meilleur moyen de passer à côté du plaisir dont on va parler ensemble aujourd'hui? Yves Requena. Oui, certainement. Moi, je pense, je ne réponds encore oui. L'obsession de l'orgasme, c'est peut-être la meilleure façon de passer à côté du plaisir, parce que si on est obsédé sur cette question, pas forcément, donc on est tendu vers cette chose, et si on est tendu vers cette chose, on n'est pas relaxé. Et si on n'est pas relaxé, on ne peut pas avoir le meilleur ou le plus grand orgasme. Voilà. Trop d'obsession. Oui, tu la sexualité. Je suis tout à fait d'accord, oui. Parce que c'est-à-dire que c'est une obsession mécanique. Un sentiment d'orgasme toujours mécanique, alors qu'on ne parle pas assez de plaisir, parce qu'il y a tout le plaisir avant l'orgasme aussi. Et puis il y a différentes formes d'orgasme, donc je veux dire, c'est un... Ça le limite un petit peu, finalement, oui, voilà, le plaisir, c'est ça, limite à l'orgasme. C'est tout un ensemble de choses. Il y a beaucoup d'hommes qui se sentent très bien longtemps dans le plaisir, et la notion d'orgasme est fluctuante dans ce domaine, quoi. Alors bon, c'est ça qui est intéressant, c'est de vivre d'abord énormément de plaisir. Alors on va continuer avec vous, Maïté Sauvé, puisque vous êtes l'auteur de ce tout nouveau livre dont on parle beaucoup actuellement, Être soi dans le plaisir, aux éditions Chiron. Un livre qui est le résultat d'une enquête de terrain que vous avez menée avec pour angle la satisfaction sexuelle des hommes, mais aussi des femmes. Alors pour commencer, vous allez un petit peu nous expliquer le contexte de l'enquête, c'est-à-dire les personnes que vous avez interrogées, comment vous les avez choisies et les questions que vous leur avez posées. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais écrit un livre qui s'appelle De l'insatisfaction masculine. Et en fait, de l'insatisfaction. Voilà, c'est ça, de l'insatisfaction. Et les gens ont réagi beaucoup, ne serait-ce que sur le titre. Les hommes en particulier, d'ailleurs, beaucoup se disaient insatisfaits, justement. Donc, ils se retrouvaient dans le livre, mais certains se disaient satisfaits. Au début, j'y croyais pas trop, en fait. Et puis, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une réalité derrière et des expressions qui étaient magnifiques. Et les femmes, pareil, certaines se disaient satisfaites. Et j'ai vu qu'il y avait des points communs dans toutes ces expressions. Et j'ai interviewé des gens un peu partout, c'est-à-dire pas dans un cabinet, au contraire, dans le train, au restaurant. J'ai voulu prendre... des gens qui ne vous connaissaient pas et que vous ne connaissiez pas. C'est ils ça en ont parlé facilement, justement, de leur sexualité. C'est même surprenant. C'est sur le quai de la gare, je suis un peu prise au dépourvu, là, si vous me croisez, Maïté. C'est-à-dire que ça vient quand même... ça vient quand même progressivement. Mais c'est-à-dire que déjà, quand je parle du premier livre, bon, les gens aiment bien parler finalement de ce sujet-là à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, parce que quand vous parlez avec votre femme ou votre petite amie, des amis, finalement c'est très personnel. Il y a le jugement aussi, on redoute le jugement finalement des gens qui nous entourent. Tandis que là, eh bien, c'était une occasion parce que finalement beaucoup de gens ont besoin de parler de ces aspects. Et en plus, les gens, par exemple, qui sont satisfaits, alors ils adorent parler de ce qu'ils ont vécu. Ah, ça, c'est extraordinaire, ils sont très très prolixes sur le sujet. Et donc, ils ont beaucoup de choses à dire. Mais même les autres, parce que ce qui m'a étonné, c'est que les hommes qui sont insatisfaits, eh bien, ils aiment bien en parler aussi maintenant. Mais ça dépend comment on prend les gens aussi. C'est une façon de discuter, je dirais, avec attention. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à ce que les gens ressentent vraiment. Alors, ça veut dire quoi, déjà? C'est être satisfait sexuellement. Parce que là encore, à chacun son degré de satisfaction. À partir de quel moment les gens que vous avez rencontrés ont pris conscience qu'ils avaient vraiment atteint le plus haut niveau du plaisir et qu'ils étaient, donc à ce titre, satisfaits intimement, sexuellement? Alors c'est marrant parce qu'ils donnent tous la même définition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont eu l'impression de rentrer dans un autre monde. Ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils avaient vécu avant. Et ils se sentaient... Il y a un homme qui dit ça, j'ai mis ça dans le début du livre parce que je trouvais fantastique, parce que avant, quand il regardait un paysage, il avait l'impression d'être à l'extérieur du paysage. Oui. Et maintenant, quand il est à regarder un paysage, il se sent à l'intérieur de ses sensations, et quand il fait l'amour avec une femme, eh ben, il sent la même chose. Et il a découvert ça à 45 ans. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il pensait qu'il avait une libido pas très développée quand il était jeune, et à 45 ans, tout d'un coup, il s'est découvert une libido extraordinaire, qui est complètement liée à son sentiment émotionnel, en fait. Donc ça ne se dissocie pas. Alors, c'est en même temps un très grand plaisir
dans les relations hommes-femmes et un très grand plaisir de vivre et de réaliser beaucoup de choses parce que c'est un booster de l'organisme, le plaisir en fait. Et c'est un booster. C'est une dynamique. Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très précis. C'est une inondation hormonale qui s'appelle la dopamine et qui inonde toutes les fonctions, pas seulement celle du plaisir. Quand vous avez du plaisir, par exemple sexuel, eh bien vous en avez dans d'autres domaines. Et ça, c'est un phénomène biologique très facile à expliquer, qui s'explique beaucoup à l'heure actuelle. Vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont dit justement qu'elles étaient pleinement satisfaites sexuellement. Beaucoup. Non, mais une proportion non négligeable, justement. C'est-à-dire, proportion non négligeable, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, j'ai suivi, je dirais, à peu près 300 personnes, et justement, j'ai suivi des gens qui, quand même, là-dedans, se disaient satisfaits, mais pour avoir une statistique surtout de la population, c'est quand même assez difficile. Des hommes, des femmes? Des hommes et des femmes, évidemment. De toute façon, ça ne va pas l'un sans l'autre, parce que des gens satisfaits ne peuvent pas être satisfaits tout seuls. Donc, à chaque fois que quelqu'un est satisfait, en général, la femme qui va avec ou l'homme qui va avec est satisfait aussi. Alors, je ne sais pas, peut-être 10% de la population, je ne sais pas. Enfin, moi, dans les gens interviewés, c'est à peu près ça que j'avais. Je dirais une fourchette de 10%. Mais bon, je me suis aussi centrée sur un certain nombre de personnes, évidemment. Alors, qu'est-ce qui les réunit, justement, toutes ces personnes qui se disent satisfaites sexuellement? Quand elles vous parlent, vous dites que, bon, elles utilisent des expressions un petit peu communes. Est-ce qu'elles ont un petit peu ce même scénario qui leur permet, à un moment, de dire « je suis sexuellement satisfait » ? Alors, d'abord, c'est la progression qui est intéressante, parce que ce sont des gens qui, comme tout le monde, se sentaient dans l'ignorance pendant très longtemps. Parce qu'on découvre pas... Des ignorants qui s'ignorent, souvent. On a souvent entendu cette expression de la part des sexologues qui sont venus sur le plateau. Le pire, c'est d'être des ignorants qui s'ignorent. Tout à fait. Et donc, parce qu'on ne découvre pas la satisfaction à 18, à 20 ans, il faut quand même pas... il y a une maturité. Alors justement, il y a un âge de transition où la plupart, vous avez senti qu'il y avait une vraie conscience. C'est plutôt entre 40 et 50 ans quand même, voire même après. Mais évidemment aussi, peut-être qu'actuellement, les personnes plus jeunes peuvent trouver un peu plus tôt, parce qu'il y avait une époque où beaucoup de choses étaient fermées quand même, interdites. Ceci dit, quand même, la jeunesse actuelle a aussi beaucoup de mal à se sentir satisfaite à cause justement du côté très mécanique. Il y a une frustration aussi. On en parle tellement, on met tellement de... L'influence de la pornographie aussi. Oui, voilà. C'est qu'on se dit, on est forcément nul, on est obligatoirement en dehors de la norme. Mais c'est surtout qu'on est dans une norme qui ne correspond pas à la réalité, ni à la biologie. Et ce sont des gens qui ont découvert tout d'un coup un mode d'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, des messieurs, il y a pas mal de messieurs qui ont découvert ça, c'est-à-dire que le potentiel masculin sexuel, les capacités masculines ont tendance à décroître un peu en vieillissant à partir de 40 ans. Et en fait, il y avait des hommes qui me disaient, bon, avant ils étaient un peu lapins, entre guillemets, c'est-à-dire très toniques dans leur... C'est eux qui l'ont dit. Ah oui, là, c'est le mot où on peut mettre d'autres adjectifs, mais enfin voilà, ils se définissaient comme très toniques dans la sexualité, et puis arrivé à un certain âge, bon, la tonicité était plus la même, alors ils se demandaient comment gérer la situation. Et c'est là qu'ils se sont intéressés davantage à l'être féminin, à la séduction, à beaucoup d'autres aspects. Ils ont féminisé un petit peu leur manière d'appréhender la sexualité, peut-être. Non, je dirais qu'en fait, c'est marrant parce qu'ils l'ont masculinisé davantage. Parce que, en fait, ils sont allés plus vers leur sensibilité. Mais la sensibilité, c'est quelque chose qui n'est ni féminin ni masculin, c'est au fond de tous les êtres. Et il y a une sensibilité typiquement masculine. Et en fait, donc les gens se rapprochent de leur sensibilité et sont intéressés par les vraies valeurs des rapports hommes-femmes. Et en fait, ils ont un désir qui se construit de manière importante. C'est-à-dire, c'est comme un enfant qui attend un cadeau de Noël. Eh bien, s'il attend pendant 3 semaines, il va avoir une libération hormonale beaucoup plus importante au moment où il va avoir le cadeau que s'il le reçoit tout de suite. Ah, donc l'attente est une notion qui est importante, sur laquelle vous revenez aujourd'hui. On fait tout, très vite, tout de suite, tout le temps. Et vous dites, l'attente, c'est finalement aujourd'hui devenu le maître mot. Même sur le plan biologique, c'est-à-dire que c'est là où tout va monter en pression et le plaisir va pouvoir être libérateur. C'est-à-dire que les personnes décrivent un plaisir qui est 50, 100 fois, 1000 fois supérieur à ce qu'ils connaissent dans une situation où ils ne sont pas dans le désir, dans la caresse, etc. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'inondation hormonale est considérablement différente entre une situation d'attente et une de fantasme, enfin tout ce qui va avec, parce qu'il ne s'agit pas que de l'attente, c'est l'appréciation, c'est la découverte de l'autre. Et puis le problème, c'est qu'il y a des attentes aussi qui sont difficiles, qui sont frustrantes. Donc il y a des attentes actives et passives. Oui, aussi, exactement. Donc et puis des attentes trop longues, ça fait l'effet inverse aussi. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors
Donc les gens, justement, c'est un petit peu, au fur et à mesure, ils ont changé de démarche. Et puis un déclic. C'est-à-dire que c'est un besoin d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Oui. Et puis de plus satisfaisant au niveau humain, parce que les hommes se plaignent beaucoup, justement, qu'on les considère comme des mécaniques et qui doivent être dans la performance tout le temps. Il y a un moment donné, ils commencent à dire, bon, bah, ça suffit maintenant, cette espèce de définition de l'homme traditionnel, etc. Bon. Et donc, ils vont vers un aspect beaucoup plus humain. Il y a quand même de plus en plus d'hommes qui revendiquent leur humanité et leur vraie masculinité, qui est d'être dans les émotions, dans la caresse, etc. Alors là, quand ils s'approchent d'une personne qu'ils apprécient, qu'ils ont désirée, eh bien, ils prennent le temps pour se caresser, pour se découvrir en détail. Et c'est complètement différent, justement, le plaisir est complètement différent parce que ils travaillent, je dirais, toutes les sensations. Ils travaillent toutes les parties de leur corps, tout ce qui peut. Une exploration sensorielle. Voilà, et puis c'est une exploration psychologique en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui s'est dissatisfaite qui a dissocié le plaisir sexuel du plaisir émotionnel, intellectuel, etc. Ce sont souvent des gens qui se découvrent avec des points communs. Et donc, ils se font confiance, ils se racontent des choses de leur passé très intime qu'ils n'ont jamais osé raconter à personne. Et là, comme ils sont dans la confiance au niveau humain, et sur les sensations, ils voient quelqu'un partage leurs sensations. Alors du coup, au niveau physique, ils arrivent à partager des sensations. Ils se relâchent aussi, ils se relaxent. Oui. Quand on lit vos livres respectifs, c'est là où on prend conscience du formidable potentiel sexuel qui est en chacun de nous. Alors un potentiel souvent un petit peu ignoré, méconnu, inexploité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vit en dessous de nos moyens, de nos aptitudes à pouvoir atteindre le plus haut sommet du plaisir? Yves Requena. Globalement et socialement aujourd'hui, je le pense, oui. Encore un oui, hein? Oui, moi c'est oui à tout. Oui. Oui. Et j'avais envie de faire une remarque, c'est que Maïté était en train de donner une parfaite leçon de tantrisme ou de Tao sexuel. C'est exactement ça qui se passe et qui est en quelque sorte enseigné. Alors la différence avec les anciennes civilisations, c'est que c'était enseigné aux jeunes gens. Dans des rites au printemps. Il y avait une éducation. Il y avait une éducation, si bien qu'on ne perdait pas peut-être 20-30 années à découvrir ça fortuitement au hasard des rencontres heureuses ou malheureuses. Et donc une sensibilité, d'abord une bonne connaissance de ses organes génitaux, une bonne connaissance de son périnée, qui est un muscle entre les organes génitaux et l'anus, qui est important dans le domaine du rapport sexuel. Et puis ensuite, une bonne connaissance aussi de la caresse, du massage, du toucher. De telle sorte que, avec tous ces éléments éducatifs, entre guillemets, mais je pense qu'on peut dire qu'on peut apprendre à faire l'amour. Hein. Moi, je dis, l'appétit vient en mangeant, la soif s'en va en buvant, ça c'est Rabelais, et j'ajoute, et l'amour s'apprend en aimant. L'amour s'apprend en aimant. Donc, ça veut dire que toujours on apprend quelque chose. On n'a jamais terminé d'apprendre. Et puis si vous avez terminé peut-être quelque chose ou un cycle ou quelque chose de sentir avec un ou une partenaire, vous pouvez être complètement bouleversé et renversé par une autre rencontre et se dire mais voilà. Et donc l'éducation qui permet d'exacerber la sensibilité d'une part, de savoir se mettre en attente, aller doucement, progresser lentement, y compris dans la préparation du rapport. Donc, ce sont les chiffres de Maïté. Il y a des préparations et tout compris, tout chiffre compris et pénétration compris, orgasme compris. En Occident, c'est 8 minutes en moyenne. C'est triste. Hein. Paolo Coelho disait 11 minutes. Il s'est encore trompé. Hein. Donc, alors qu'une relation normale, harmonieuse de de deux personnes qui sont dans l'espace pour se satisfaire mutuellement, c'est tranquillement 1 heure, peut-être 1 heure et demie, peut-être 2 heures. Ça ne veut pas dire que c'est 2 heures de pénétration et de va-et-vient. De s'ouvrir, de recevoir. Oui. C'est pas seulement 2 heures de pénétration et de va-et-vient. Justement, c'est complètement l'inverse de ça. Là on sort aujourd'hui du va-et-vient traditionnel. C'est sûr. Hein. C'est une fête, c'est un rituel, c'est un rituel, c'est quelque chose de beau, c'est une offrande de l'un à l'autre. Hein. Jacques Ferber, est-ce que nous vivons en dessous de notre potentiel sexuel aujourd'hui? Ce qui est assez intéressant ce que vous dites, moi je pense qu'évidemment totalement qu'on est en dessous, c'est-à-dire que pour tous les gens qui font du tantra, ils disent il y a avant et après sur le plan de la sexualité. Même s'il y a des tas d'autres choses dans le tantra, on reviendra peut-être que la sexualité. Sur le plan de la sexualité, il y a avant-après. Parce qu'il y a une découverte, c'est comme si on travaillait, qu'on n'était qu'avec ça de son corps dans la sexualité. Alors encore plus masculine, parce qu'en général, la sexualité masculine, c'est essentiellement le sexe.
Et quand on découvre qu'en fait, c'est tout le corps qui fait l'amour, mais tout le corps, mais quand je dis tout le corps, ça peut être, c'est les petits doigts, c'est tout. À ce moment-là, il y a quelque chose qui intègre l'intégralité. Une inondation, dont vous parliez tout à l'heure, une énergie sexuelle qui va inonder tout le corps. C'est ça. Et donc, en fait, on passe dans cet autre monde, cet autre état qui devient une impression de faire partie de quelque chose d'autre, de faire partie de l'univers, de faire partie de l'autre, que les deux commencent à se mettre ensemble, à être plus qu'un. Et cette sensation... Plus que des aimants, c'est-à-dire que l'autre, on peut avoir même la sensation que le corps de l'autre est son propre corps. Donc il n'y a plus de différence à un moment donné entre l'un et l'autre. Et dans ces moments-là, ce sont des moments où on le vit aussi de manière extatique. C'est-à-dire où ce n'est pas juste une jouissance de l'orgasme, mais c'est une jouissance de l'intégralité du corps. Alors c'est très difficile à décrire parce que moi quand je lisais ça au début... On va bien décrire parce que alors Maïté... je comprenais rien. Maïté, si vous allez voir, Maïté Sauvé tout à l'heure en coulisses, vous preniez une belle image pour bien comprendre. Le vélo, l'affaire du vélo, vous allez voir, on va revenir au concret, au terrien, l'affaire du vélo. Oui, c'est-à-dire que je disais que pour faire de la bicyclette, il faut apprendre à pédaler, il faut apprendre l'équilibre, etc. Et en fait, dans le plaisir à l'heure actuelle, c'est comme si on apprenait à pédaler sans apprendre l'équilibre, sans regarder le paysage. Enfin, il y a peut-être 10% on tombe quand même rapidement là, pour le coup. Oui, mais justement, actuellement, si vous voulez, au niveau du plaisir, la plupart des gens sont peut-être à 10% de ce qu'ils peuvent avoir comme sensation et comme bien-être dans le plaisir. Parce que quand les gens le décrivent, c'est que j'ai essayé de faire des étalonnages dans les expressions des gens. Parce que je me suis dit, comment quantifier ça? Et en fait, c'est comme la douleur. La douleur, vous donnez une échelle, par exemple, de 1 à 10 pour savoir où les gens se situent. Et bien là, je leur ai demandé une échelle de 1 à 10. Ah non, ça n'allait pas. Entre les gens quand ils n'étaient pas satisfaits et quand ils étaient satisfaits, ils mettaient de l'échelle de 1 à 100, de 1 à 1000. Et donc, on voit qu'il y a une différence considérable, justement, entre certaines situations, on ne développe pas toutes les fonctions, et les situations où on les développe. Alors, je vais reprendre un petit passage de votre livre. Inconsciemment, nous sommes souvent en recherche et loin de vivre tout ce que notre être nous offre comme possibilité de plaisir, même lorsque nous nous croyons satisfaits. Parce que là aussi, vous avez beaucoup eu de témoignages de personnes qui pensaient pendant des années être totalement satisfaits sexuellement, qu'un jour ont eu justement